Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un petit coup de marteau, entré dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, 10 ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur. Urgence climatique, 10 ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris. Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, coproduit par la Croix, avec la participation de RFI. Épisode 7. La société civile, moteur du changement. Soit vous passez votre temps à faire comme si le monde n'existait pas, mais ça peut vraiment être épuisant, soit vous contemplez le monde, vous l'embrassez, l'aimez et vous battez pour lui. J'imagine qu'il faut déployer la même énergie, mais la question est, pour en faire quoi ? Nous sommes l'économie la plus carbonée d'Afrique. On doit donc contribuer à la réduction des émissions. Mais c'est une tâche politique difficile. Et puis, l'Afrique du Sud est une démocratie. Et dans une démocratie, c'est compliqué. Les choses évoluent lentement. Et c'est tant mieux. Des îles qui existaient quand j'étais petite ont tout simplement disparu. Et notre terre est liée à notre culture, à notre identité. Alors, quand on perd un territoire, on perd aussi son patrimoine. L'histoire montre que l'État ne nous a jamais rien donné sans pression des mouvements citoyens. Les droits des travailleurs, la réglementation environnementale, tout cela est né grâce aux mobilisations populaires. Mobilisation populaire, démocratie, identité culturelle. Vous avez bien perçu avec ces premiers mots qu'aujourd'hui on ne parlera pas panneaux solaires, mais de ceux qui les utilisent ou pas d'ailleurs. On ne parlera pas finance, mais de ceux qui en bénéficient ou pas. On ne parlera pas gaz à effet de serre, mais de ceux qui s'en préoccupent ou pas. Les hommes et les femmes sont au cœur de cet épisode pour observer comment la transition écologique est entrée dans leur vie, en frappant et en se présentant ou par effraction. Est-ce que cela provoque de l'indifférence, un rejet ou de l'engagement ? On se demandera aussi si on les accompagne comme il faut, ces hommes et ces femmes en première ligne des transformations profondes que vit notre monde. On regardera comment ils s'engagent parfois en association, en mouvement collectif, en action militante. Bienvenue dans l'épisode 7 consacré à la société civile. Si on ne fait pas prendre conscience à la population des mécanismes qui sont à l'œuvre, des dangers et aussi des potentialités, comment voulez-vous que les gens puissent par eux-mêmes trouver les solutions ? Laurent Fabius, président de la COP21 qui a vu l'adoption de l'accord de Paris il y a 10 ans. Il y a deux aspects qui sont peut-être trop négligés, l'aspect éducation-formation et l'aspect justice sociale d'autre part. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, si les personnes auxquelles elles s'appliquent ne se disent pas « pour moi c'est possible », eh bien la réponse est non. Et il faut que la réponse soit oui. Ces derniers temps, on a pu avoir le sentiment que la réponse était souvent non. Et de fait, en Europe par exemple, après des élections européennes très favorables aux programmes écologistes en 2019, les dernières, en 2024, ont marqué un retour de bâton avec notamment la progression des partis d'extrême droite et climato-sceptiques. Comme moi, vous avez entendu parler d'écologie punitive, de rejet des mesures de lutte contre le changement climatique, du backlash, un terme censé décrire une grande vague anti-écolo qui aurait gagné les esprits. Quelle est la réalité de ces réactions prétendument hostiles à la transition écologique ? Le premier à nous en parler, c'est le directeur de l'IDRI, Sébastien Treyer, qui prend pour exemple le débat, notamment en France autour de la loi Duplon, sur la nécessité d'alléger les contraintes qui pèseraient sur le secteur agricole. Dans le débat, par exemple, avec le secteur agricole en Europe et en France, les problèmes de fragilité économique du secteur sont extrêmement importants, il faut qu'on les traite,
mais la preuve n'a pas été faite que c'était l'environnement le problème. Et donc là, il y a instrumentalisation en disant si on arrête l'environnement, on va s'en sortir économiquement. Je pense que la solution n'est pas de cet ordre-là. Et puis, un certain nombre de partis sur l'extrême droite de l'échiquier politique, utilisent la transition écologique comme clivage pour essayer de capter un certain nombre d'électeurs. Et il me semble que ça aussi, ça reflète pas, quand on regarde les études d'opinion, le fait que beaucoup des citoyens, en France en tout cas, disent agir pour le climat, c'est agir pour les générations futures, j'y tiens. La fameuse loi Duplon a bien été promulguée en août 2025, mais la réaction qu'elle a provoquée est intéressante. Une pétition citoyenne pour son abrogation a rassemblé plus de 2 millions de signatures. C'est un record absolu sur le site de l'Assemblée nationale française. Quant à ces enquêtes d'opinion, elles montrent généralement un bon niveau de compréhension des enjeux de la transition en cours. Exemple récent, celle publiée le 6 octobre 2025 et réalisée par l'IFOP, la Fondation Jean Jaurès et Engie. Elle montre notamment que 10% seulement des personnes interrogées ont une image négative des énergies renouvelables, 84% en ont une image positive et 81% sont même favorables à l'installation d'une infrastructure de renouvelables près de chez eux. On est loin du repoussoir agité par l'extrême droite en France. Le fameux backlash semble bien plus présent dans les têtes de certains décideurs et de leurs relais médiatiques que dans l'opinion publique. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous dit de la période actuelle ? J'ai posé la question à Michel Colombier, le directeur scientifique de l'IDRI. C'est d'abord le reflet du fait que depuis 20-30 ans, les politiques écologiques ont commencé à avoir de l'impact. Et que forcément ça fait naître des rapports de force. On a bien aujourd'hui une bataille d'intérêt économique, d'intérêt politique autour de la question écologique. Après, on peut se demander, mais pourquoi c'est porteur aujourd'hui ou pourquoi c'est possible ? Et là, il me semble quand même qu'il faut s'interroger aussi sur la façon dont on a pu avancer sur la question écologique, et peut-être parfois maladroitement aussi, en faisant naître en tout cas une préoccupation ou une inquiétude chez une partie des citoyens que ce qui leur était demandé n'était pas toujours possible ou les mettait dans des situations compliquées et inconfortables. À l'instant, Michel Colombier évoquait ce terreau sur lequel a pu s'installer l'inquiétude d'une partie de la population face à des mesures de décarbonation de l'économie. Ces dernières années, une notion s'est imposée qui avait sans doute été mal évaluée ou négligée. C'est la notion de transition juste. Sébastien Treyer. Cette nouvelle économie, elle ne peut pas se poser hors des conditions sociales et politiques de ce que nos sociétés sont en train de vivre. Et donc inévitablement, on sait que ça va créer des difficultés sociales et politiques, des enthousiasmes aussi. Et je trouve que l'année 2019-2020 est assez caractéristique de ça, parce que c'est le moment où en France, les Gilets jaunes sont sortis dans les rues en prenant l'objet qui était une question de taxe carbone, mais en fait avec des revendications qui étaient d'être plus partie prenante des choix démocratiques dans la société. Donc ça dépassait largement la question du carbone et du climat. Et donc on est à la fois dans l'idée de choisir ensemble ce projet de société, d'en traiter correctement les aspects de redistribution ou d'impact inégal entre les classes sociales. Beaucoup des acteurs des Gilets jaunes disaient « Nous, on est pour l'action climatique, mais est-ce qu'on peut réfléchir un peu à la répartition des efforts entre les plus riches et nous ?» Et ça, je pense que c'est une question qui est inévitable dans cette discussion-là. Ce nouveau projet de société, il se crée en avançant, sous la pression du changement climatique. Et ce qui est compliqué, c'est que pour être juste, il doit être à géométrie variable, nous dit Christophe Cassou, directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique à l'ENS, l'École normale supérieure. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'agir. Les solutions ne sont pas toutes les mêmes pour l'ensemble de la société. Donc il faut différencier ces leviers pour en fait cibler de manière précise les différentes catégories sociales, les différents types de sociétés, les différents pays, pour que chacun s'approprie et puisse engager les transformations. Les sciences humaines et sociales, dans ce cadre-là, ont un rôle très important à jouer, puisque justement ils déterminent les différentes responsabilités, les différentes capacités d'agir suivant les modes de vie des différentes sociétés. Au sein de l'Union européenne, les questions sociales restent de la compétence de chaque État. Résultat, le pacte vert, c'est-à-dire la grande loi écologique de l'Europe présentée en 2019, ne s'est pas vraiment préoccupé des impacts sociaux. Et pour Antoine Auger, directeur de l'Institut pour la politique environnementale européenne, l'IEEP, cela a fragilisé l'ambition verte du continent. Une critique
assez forte, potentiellement une des plus fortes qui a été faite au Pacte vert européen, ça a été de se montrer très ambitieux sur les questions environnementales, parfois au détriment des questions sociales. Des questions de transition juste, des questions de redistribution. La transition écologique a des conséquences redistributives extrêmement importantes, ce qui n'a pas été vraiment pris en charge au niveau européen. Et ça a un impact direct sur la perception des populations par rapport aux politiques environnementales et de là, sur l'ensemble de la société civile. Faire rimer action climatique et protection sociale, voilà une équation difficile à poser aujourd'hui aux États-Unis. En 2022, Joe Biden avait fait voter l'Inflation Reduction Act, une grande loi qui marquait de réelles avancées dans la politique climatique américaine, avec des incitations fiscales, par exemple, pour le développement des énergies renouvelables ou pour l'achat d'une voiture électrique. Un vaste plan de réforme allant dans le sens d'une transition plus juste, mais détricoté avec délectation dès l'été 2025 par son successeur Donald Trump. Et les Américains, qu'en pensent-ils ? Pas grand-chose apparemment, à écouter Sonia Klinsky qui enseigne le développement durable à l'université d'Arizona. Elle les a beaucoup écoutés, les Américains, en faisant du porte-à-porte pendant la campagne de 2024. People are trying to defend their way of life and it's hard. I think people... Les gens essayent de défendre leur mode de vie et c'est dur. Je pense qu'on sous-estime parfois la réalité de la pauvreté aux États-Unis. Chaque jour, le ressenti des privations. Beaucoup ont l'impression de ne pas s'en sortir, d'être sans solution et d'être coincés. Les inégalités augmentent. Les gens sont inquiets pour l'accès aux soins, la sécurité sociale et la retraite. Ils ont le sentiment d'être exclus et que leurs enfants auront une vie pire que la leur. Pour quelqu'un qui a vraiment l'impression d'être à bout, entendre qu'il aura de l'essence pas chère, c'est plus important au quotidien que le risque potentiel à long terme du changement climatique. Pour les gens, tout ça, c'est une perte économique. La notion de transition juste a émergé avec force dans beaucoup de pays charbonniers, comme une évidence pour que la sortie du charbon n'ajoute pas une injustice à une situation souvent déjà difficile. C'est l'un des très gros défis que tente de relever l'Afrique du Sud, dont le secteur emploie quelques 90 000 personnes. Écoutez successivement Hilton Trolip, chercheur à l'Université du Cap et spécialiste du climat, et Sébastien Treyer de l'IDRI. Que faire quand une mine de charbon et une grande centrale à charbon ferment et que 10 000 personnes, du jour au lendemain, sont exclues de l'économie ? Soudain, elles se retrouvent sans revenu. Les plus pauvres de la communauté noire en Afrique du Sud sont piégés dans une dépendance au secteur minier dont il faudrait réussir à les faire sortir parce qu'en fait c'est une trappe à pauvreté et donc il y a un enjeu énorme de les aider à se qualifier pour se reconvertir eux-mêmes ailleurs. Et c'est donc avant tout un enjeu social dont on parle. La décarbonation est un co-bénéfice d'une politique qui devrait être avant tout une politique sociale en Afrique du Sud. La reconversion professionnelle des travailleurs touchés par les restructurations, c'est aussi la préoccupation d'une grande économie comme l'Inde, qui, malgré son dynamisme sur les technologies renouvelables, reste encore extrêmement dépendante des énergies fossiles. Aruna Baghosh dirige l'Institut de recherche CEEW, qui développe des outils justement pour tenter d'anticiper les impacts sociaux. Il s'agit de faire correspondre les compétences des gens avec les nouvelles infrastructures qu'on construit. Une transition juste ne se limite pas à passer du polluant au propre. Une approche centrée sur l'humain qui lui donne du pouvoir économique est la seule façon de lutter contre les inégalités. Par exemple, dans l'État d'Odisha, à l'est de l'Inde, un État très dépendant des énergies fossiles et des mines, on a identifié 28 nouvelles filières, non seulement dans l'énergie, solaire, éolienne, batterie, etc., mais aussi dans le secteur de la nature et la bioéconomie, comme la plantation de mangroves, la culture d'algues ou de bambous. On estime ainsi qu'un seul État pourrait attirer, s'il développait ces nouveaux secteurs, 42 milliards de dollars. Et d'ici 2030, créer potentiellement 1 million d'emplois supplémentaires. Dans les pays charbonniers, l'Allemagne a anticipé cette transition. Le pays a prévu de sortir du charbon en 2038. Un fonds de transformation de 40 milliards d'euros a été créé pour aider les régions qui produisent encore de la lignite à accompagner les mineurs vers d'autres métiers. Et voilà qui semble bien parti pour être une transition juste. Mais en fait, pas pour tout le monde, ce serait trop simple. Sébastien Treyer.
Aujourd'hui, en Allemagne, il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui disent en fait ces ouvriers du charbon, c'est des privilégiés en Allemagne. Ils ont été protégés, ils ont été ciblés, ils font l'objet d'un fonds dédié au niveau fédéral, alors qu'en fait, il y a plein de mini-jobs et plein de situations sociales très compliquées dont on devrait plus s'occuper que de certaines reconversions industrielles qu'on a mis sous le feu des projecteurs. Et donc on n'a pas fini de se poser la question, où sont les vrais enjeux de justice et d'injustice ? Et je pense que c'est inséparable des questions de promesses de contrat social plus génériques de nos sociétés, qui, si on ne les règle pas en matière de redistribution, ne vont de toute façon pas être le terreau sur lequel on peut poser ce nouveau projet de société qu'est la décarbonation. Cette revendication de plus de justice est souvent portée par la société civile. Un terme un peu générique pour parler des gens engagés au bénéfice de l'intérêt général. Ce sont des associations, des ONG, des mouvements citoyens ou même des partenaires sociaux. Dans le changement profond qu'est la transition écologique, cette société civile joue un rôle central. Exemple, avec les syndicats en Pologne. Un certain nombre de pays comme la Pologne ont essayé de manœuvrer assez stratégiquement cette question de la transition juste en disant nous, on ne peut pas faire la transition si on n'a pas un peu d'aide de nature publique chez nous et peut-être d'échelle internationale pour aider à la reconversion industrielle de nos régions charbonnières. Et donc, ça met dans le jeu la question des syndicats, et ça, c'est extrêmement important. Les syndicats à l'échelle internationale, avec leur Confédération internationale des syndicats, ont sorti tout un argumentaire extrêmement fort, disant « nous, on est pour l'action en faveur du climat ». Mais on a des moyens de dire comment ça pourrait se passer de manière juste. Et donc, il y a une doctrine extrêmement intéressante de la Confédération internationale des syndicats sur ce sujet-là. Les autorités publiques ont aussi dû composer avec des groupes de citoyens de plus en plus organisés, de plus en plus nombreux, et qui leur demandaient des comptes. Ce sont les jeunes engagés pour le climat. On connaît tous le mouvement Fridays for Future, né après qu'une certaine Suédoise de 15 ans, avec de longues nattes, a entamé une grève de l'école tous les vendredis devant le Parlement de son pays et encouragé tous les copains du monde à faire pareil. C'était la génération Greta, et même si les manifestations massives dans la rue ont marqué le pas ces dernières années, Fridays for Future revendique toujours 14 millions de jeunes engagés dans 7500 villes du monde. Luisa Neubauer fait partie de cette génération. Elle a mené les grandes manifs en Allemagne, et l'origine de son engagement, c'est un espoir et une déception. L'accord de Paris, ça a été comme un gros câlin qui arrivait de nulle part et qui disait « Vous les jeunes, vous serez en sécurité, nous ferons tout pour tenter de résoudre les problèmes cruciaux de notre époque ». C'était en 2015. Et début 2018, je lis une étude détaillant le nombre de nouvelles centrales à charbon en construction après la signature de l'accord de Paris. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Je me disais, ces adultes, les gouvernements et les délégations ont pris une décision très sage et ont fait maintenant comme si cette décision n'existait pas. Et c'est là qu'on a lancé le mouvement des jeunes pour le climat, exigeant du gouvernement qu'il sorte l'Allemagne du charbon. Encore le charbon, mais vu cette fois du côté de la société civile qui voudrait que la décarbonation soit plus rapide. En l'occurrence, des citoyens allemands, dont beaucoup de jeunes, ont maintenu une pression constante, allant jusqu'à manifester sous les fenêtres de la chancellerie à chaque réunion de la commission charbon et s'invitant dans les meetings politiques pour y distribuer les rapports du GIEC. Luisa Neubauer n'est pas mécontente du résultat. 10 ans plus tard, l'Allemagne est l'un des premiers pays à sortir du charbon. On s'est vraiment battu pour ça, dans les rues, devant les tribunaux. Et le gouvernement ne nous a fait aucun cadeau. Donc pour moi, qui suis militante, ces 10 années montrent qu'on peut changer les choses, même dans les moments les plus improbables. Et pourtant, il existe une autre histoire, tout aussi vraie et bien réelle. On brûle de moins en moins de charbon, mais de plus en plus de pétrole et de gaz. Ça montre que le changement est tout à fait possible, mais jamais garanti. Cette jeunesse engagée et très informée est touchée par un nouveau sentiment, l'éco-anxiété, refusant de se projeter dans un monde à plus 4 degrés. Leurs manifestations et actions ciblent volontiers le secteur des énergies fossiles, et ça ne se passe pas toujours bien, me raconte le Britannique Rob Hopkins, écrivain et promoteur de l'engagement local et citoyen pour le climat.
Notre dernier gouvernement au Royaume-Uni était à la botte des industries pétrolières et gazières. La criminalisation des manifestations contre des groupes comme Extinction Rebellion, Just Stop Oil, ce genre de manifestation devient très très difficile. C'est une atteinte stupéfiante aux libertés civiles. Le secteur pétrolier et gazier est incroyablement puissant et c'est une régression très concertée. Mais en même temps, le monde évolue inévitablement. Prétendre que le pétrole et le gaz ont encore leur place, c'est comme affirmer qu'il faudrait ouvrir de nouvelles usines en France pour fabriquer des cassettes vidéo Betamax. Franchement, pourquoi ? Cette détermination que l'on perçoit dans les propos de Rob Hopkins, c'est l'une des forces de la société civile, en particulier de cette jeunesse qui sera encore là dans 30, 40 ans et qui considère qu'elle n'a pas d'autre choix que se battre pour un monde vivable. Nisrine El Saïm est soudanaise, engagée dans les mouvements africains et dans les négociations climat de l'ONU depuis une dizaine d'années, et elle a voulu profiter du micro pour lancer un appel aux jeunes sur le mode « Tenez-vous prêts à prendre la relève ». Avec tous ces échecs, les gens finiront par dire « Bon on en a assez de cette vieille mentalité et de ces vieilles personnes. Il faut que les nouvelles générations changent un peu les choses. Et là, ce sera notre heure. » Donc, j'invite vraiment tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui à se préparer, à bien étudier pour développer leurs propres compétences et être prêts au moment décisif. Car on peut prendre le pouvoir et il faudra l'utiliser au mieux. Regardez les jeunes présents ici à cette conférence, ça change. Malheureusement, il nous faudra à la fois réparer les pots cassés et construire l'avenir. Mais encore faut-il être reconnu et respecté pour son action sur le terrain. La société civile, ce sont aussi les ONG qui accompagnent les projets de citoyens dans l'action climatique, des engagements locaux essentiels à la transition, mais qui génèrent parfois une certaine frustration. C'est ce que nous dit Samba Fall de l'antenne sénégalaise de l'ONG ENDA. Les communautés font beaucoup d'efforts en termes d'innovation pour l'action climatique, mais ce n'est pas encore bien visible dans la comptabilisation au niveau national. Ça, c'est l'un des plus grands challenges pour montrer les pas en avant que le Sénégal a fait en termes d'action climatique. Il y a déjà les collectivités territoriales, le secteur privé qui développe beaucoup de solutions énergétiques, les associations de femmes et de jeunes, les producteurs de maraîchers, donc énormément d'acteurs. Et l'État doit aussi reconnaître la participation de ces acteurs non étatiques. Et souvent, ils oublient parce que tout simplement, il n'y a pas un système de rapportage bien huilé et exhaustif. Il est un autre pays où il est bien difficile de faire entendre sa voix en ce moment, ce sont les États-Unis, où climat semble être devenu un gros mot, la science n'a plus sa place dans les processus de décision, le débat est totalement clivé et marqué par le règne d'une opinion très orientée. Et pourtant, et peut-être en partie à cause de cette situation radicale, la société civile est plus vibrante que jamais, nous dit Sonia Klinsky de l'Université d'Arizona. Vous savez, c'est toute notre structure démocratique qui est menacée. Et le climat est l'un des nombreux enjeux urgents autour desquels les gens tentent de se mobiliser. Le militantisme climatique s'est intensifié. Avec des groupes de jeunes, des groupes autochtones qui ont accompli un travail remarquable sur le climat. Il y a également des organisations religieuses, ce qui est très important aux États-Unis. La religion est un facteur essentiel, très puissant au sein de la société américaine. Et beaucoup de groupes multiconfessionnels se mobilisent sur le front climatique. Sinon, il y a des actions en justice, des manifestations, des actions de sensibilisation. Enfin, de toutes les manières possibles, les gens font preuve de créativité et de détermination. Puisqu'on parle ici de la société civile, il faut s'arrêter un instant sur une communauté en particulier, ou plutôt des communautés, car elles sont présentes sur l'ensemble de la planète. Il s'agit des peuples autochtones, ces peuples premiers qui, depuis la nuit des temps, vivent au cœur de la nature. On considère qu'ils préservent environ 80% de la biodiversité de la planète. Dans les discussions sur le climat, la communauté internationale leur a fait une petite place depuis la COP21 de Paris en 2015, où a été créée la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones. Un groupe de travail dont a fait partie Cathy Jetnil Kijiner des îles Marshall. Elle y représentait les petits États insulaires. Les communautés autochtones ont des connaissances uniques.
Je pense aussi qu'elles sont vulnérables. Certaines solutions climatiques les laissent de côté ou entraînent l'accaparement de leurs terres. Je pense qu'elles ont une voix essentielle dans le processus. Elles y participent depuis 2015 via la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones. Elles ont un rôle clé car leur profonde sagesse culturelle est essentielle aux solutions climatiques. Le lien avec la terre-mère fait partie intégrante de la culture autochtone. La gestion durable de l'environnement par les peuples premiers est aujourd'hui saluée par la communauté scientifique qui suggère de s'en inspirer pour les plans climat ou les plans d'adaptation ailleurs dans le monde. C'est particulièrement vrai de la gestion des forêts. Et ce n'est pas un hasard si le Brésil a souhaité organiser la COP30 de 2025 en Amazonie, où vivent des peuples autochtones très anciens, mais dont le mode de vie est menacé. J'ai demandé à Emilio Lebrela Rovere, directeur du Centre Climat de l'Université de Rio, pourquoi il fallait écouter ces communautés. Tout d'abord, pour une question éthique, morale, ils étaient les premiers habitants et on a envahi leur territoire. Deuxièmement, parce qu'ils nous donnent aussi de très bonnes leçons de comment avoir la protection de la forêt. Troisièmement, parce que justement, quand on fait les soi-disant unités de conservation pour des territoires protégés, toutes les statistiques montrent que le taux de déboisement annuel est très très bas dans ces territoires par rapport à ceux qui sont dans les mains du privé de notre société occidentale. Donc, si on peut encore augmenter l'extension de ces unités de conservation, on pourra sans doute protéger à la fois soit les droits des communautés autochtones, comme l'environnement, la forêt, et comme ça réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez compris, qu'il s'agisse des peuples autochtones, de simples citoyens, des syndicats, des ONG, le défi de cette société civile engagée, c'est de se faire entendre auprès des dirigeants, avoir voix au chapitre dans cette transition profonde, si nécessaire face à l'urgence climatique. Ces dernières années, tous ont gagné en compétences, c'est ce que remarque Antoine Auger de l'Institut européen IEEP. Là, on le voit bien, pour des questions de légitimité, les organisations de la société civile font un travail de recherche scientifique de plus en plus poussé qui leur permet de, effectivement, porter des recommandations politiques, mais qui sont basées sur des questions scientifiques. C'est-à-dire que c'est une société civile de plus en plus éclairée et de plus en plus compétente. Exactement. Et du coup, plus légitime, plus pertinente, plus facile à écouter, plus facile à prendre en compte dans le cadre politique. Alors être légitime, c'est une chose, mais nos systèmes politiques, en particulier les démocraties, offrent-ils à la société civile une place à la table des discussions ? La réponse à cette question conditionne la réussite d'une transition juste où chacun serait écouté. Sébastien Treyer, le directeur de l'IDRI. Il est certain, et le GIEC nous le dit, qu'on doit aller vers une économie zéro carbone dans la deuxième moitié de ce siècle. Ça commence à être urgent. Et ça, c'est des transformations majeures qu'il faut négocier, et il y a peut-être plusieurs chemins pour y arriver. Pour moi, un des points essentiels, c'est vraiment cette question des conditions du débat démocratique, quel que soit le pays, et donc même dans des pays connus comme étant autoritaires, je dirais en Chine, dans toutes les géographies et dans tous les systèmes politiques, si on veut embarquer les acteurs clés et s'assurer que ça marche, que ça soit effectivement mis en œuvre, il faut qu'il y ait un débat démocratique avec des bonnes conditions, informé par des acteurs académiques qui sont capables de raconter ce que sont ces chemins de transition et de les mettre en débat. Cette question des conditions du débat démocratique, j'en ai parlé avec Michel Colombier, car il est aussi membre du Haut Conseil pour le climat, et à ce titre, il a suivi de très près la Convention citoyenne installée en 2019 par le président français Emmanuel Macron. Un dispositif inédit de démocratie participative, 9 mois de réflexion et d'études avec 150 citoyennes et citoyens tirés au sort pour répondre à la question suivante: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? On est bien au cœur de notre sujet. Je pense que pour que la population dans son ensemble participe à cette transition, il faut aussi qu'elle en soit quelque part à l'origine. C'était l'expérience de la Convention citoyenne dans laquelle on a vu que des citoyens, pas forcément convaincus au départ de la faisabilité d'une transition, ont évolué pendant une année de débat. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle rapidité ils s'approprient par contre les connaissances qui leur manquaient éventuellement, y compris les bases scientifiques. C'est le fait qu'ils soient arrivés, après énormément de travail et de délibération, de dire voilà des solutions
qui peuvent sembler politiquement risquées, qui peuvent sembler disruptives, sur lesquelles on n'était pas du tout d'accord au début quand on a commencé à discuter, et sur lesquelles, en sortie, on vous dit, puisqu'il faut agir, voilà un ensemble de solutions sur lesquelles nous avons réussi à nous mettre d'accord comme premier chemin vers cette transition. Ce que la délibération a permis de faire, ça n'est pas d'inventer des solutions auxquelles personne n'avait jamais pensé, mais d'inventer une ambition politique en disant, sur ces questions-là, des citoyens peuvent se mettre d'accord sur le fait que c'est comme ça qu'il faut avancer. Des 149 propositions de mesures très concrètes faites par la Convention citoyenne, plusieurs enquêtes ont montré que seulement 10 à 12% ont été reprises intégralement, soit que le gouvernement, soit que le Parlement n'ait pas suivi. Et depuis, parmi les rares mesures adoptées, certaines ont été de nouveau attaquées et fragilisées au Parlement, comme les zones à faible émission visant à sortir les véhicules les plus polluants des centres-villes. Lors d'une ultime rencontre pour dresser le bilan, les citoyens de la Convention pour le climat ont noté sévèrement la mise en œuvre de leurs recommandations avec une note de seulement 3,3 sur 10. Le militant britannique Rob Hopkins, grand défenseur de la démocratie participative à l'échelon local, n'est pas plus clément. Macron said, I will honor the outcomes of this citizens' assembly. Macron a d'abord dit « Je respecterai les résultats de cette convention citoyenne ». Ils ont organisé une assemblée citoyenne incroyable, la plus pointue possible, et ont formulé des recommandations. Et là, Macron a dit « Non, on ne va pas faire ça ». Je crains que ce moment soit une occasion manquée pour toujours. Cette décision de Macron a véritablement fait d'une victoire une défaite, et c'est inexcusable historiquement. La Convention citoyenne pour le climat était une première en France à cette échelle nationale, mais les dispositifs de participation citoyenne se multiplient à des échelons plus locaux. Dans le monde entier, une grande variété de ces dispositifs innovants existe. Des réseaux de citoyens, d'élus et de chercheurs se sont constitués pour partager des expériences de démocratie participative extrêmement riches et efficaces. Un engagement des citoyens comme une réponse constructive à la défiance envers les décideurs politiques. Mais comment élargir le spectre lorsqu'il s'agit de participer à l'élaboration de la loi, de la réglementation qui s'appliquera à tous dans un pays ou dans un ensemble d'États ? C'est une question complexe que j'ai posée à Michel Colombier, qui aura donc le mot de la fin sur ce rôle majeur de la société civile pour co-construire un monde décarboné et juste. Il y a certainement un besoin d'être soi-même acteur. Mais je pense qu'il est important aussi que cette implication puisse se faire à des échelles un peu plus grandes, par d'autres biais, et notamment la qualité du débat politique, notamment la qualité du débat médiatique, qui, lui, l'a finalement peu fait sur la Convention citoyenne. On a entendu les propositions des citoyens, on a peu entendu le pourquoi de ces propositions, l'écho des discussions qui avaient eu lieu dans l'enceinte de la Convention citoyenne. Et je pense que c'est ça qui sera intéressant de relier pour que les citoyens, ensuite, entre eux, débattent de ces questions-là, puissent reprendre ces arguments, les faire leurs, ou au contraire s'y opposer d'ailleurs, en lien avec leur expérience locale, en lien avec leur expérience dans le cadre professionnel, dans le cadre de citoyenneté locale, etc. Retrouver un lien avec les citoyens sur les choix politiques, sur les orientations, sur le débat, sur la délibération, c'est un défi qui est un défi un peu général de nos structurations politiques actuelles et de nos démocraties. Malgré la pression qui s'exerce sur la société civile, malgré les attaques contre la science, malgré la désinformation, bien des sujets ont tout de même avancé en 10 ans. Des négociations menées à bien pour sortir du charbon en Allemagne, en Espagne, en bonne voie en Pologne et enclenchées en Afrique du Sud. La notion de transition juste s'impose dans les débats les plus cruciaux pour la décarbonation. L'expérience de la Convention citoyenne en France, malgré son issue frustrante, a montré qu'une forme de démocratie participative était possible et surtout fructueuse d'idées et d'intelligence collective. Faire preuve d'intelligence collective, c'est un défi qui s'adresse aussi aux dirigeants du monde, ceux qui se retrouvent dans les COP, ceux qui organisent ou désorganisent parfois la coopération, l'aide au développement ou le commerce mondial. Comment les pays du monde peuvent-ils continuer à se parler pour faire avancer l'action climatique, se faire confiance malgré les vents contraires ? Ce sera le thème de notre tout dernier épisode, le 8e. À très vite.